Émission du 13 décembre 2023. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous nous penchons sur les négociations dans le secteur public au Québec. Quelle est la place des questions de diversité sexuelle et de genre dans les pourparlers? On en parle dans quelques minutes avec la responsable politique du comité confédéral LGBT+, de la CSN, Katia Lelièvre. Et puis, il y a aussi une partie de l'équipe culturelle qui est réunie pour cette dernière émission de 2023. Mélodie Noël Rousseau et Parfaite Mouswanga. Bonsoir. 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 Alors, Garance Chartier et Kamala Macrel devaient être avec nous aussi pour cette dernière, mais ils ont dû annuler là, pour des raisons hors de leur contrôle. Nos pensées vont avec ces deux personnes qui nous ont accompagnés tout l'automne et qu'on aime chaleureusement. Alors, on va parler ce soir de vos coups de cœur de 2023, de moments marquants, d'idées de cadeaux ou de sorties pour les fêtes. Mais d'abord, on est en famille un peu. On va commencer par parler de vous. Mélodie, est-ce que tu peux te décrire? Parce que je te reconnais pas par rapport aux autres émissions. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on est en spectacle au Mado juste après l'émission. On fait un spécial Le cœur a ses raisons. Et peut-être certains auront reconnu le personnage de Brad Montgomery. Alors voilà, c'est celui que j'incarnerai ce soir. Là, il y a une troupe de 16 personnes à soir. C'est Marla Deer qui a orchestré tout ça. Donc, j'arbore une fausse moustache coupée à ras. J'ai des petits cheveux bruns faux, cheveux bruns, une perruque, une grosse chaîne de métal et un sou de simili-cuir. Et il n'y a pas juste l'apparence, il y a l'attitude aussi. Parce qu'avant le début de l'émission, tu nous as fait quelques pauses, quelques imitations et c'est au rendez-vous. Ah oui, ah oui. Donc ce soir, on vous appelle Mélodie, Robière, Brad, un peu de tout ça? Un peu de tout ça, je suis fluide. OK. Et puis, Parfaite, est-ce que tu peux te décrire pour les auditoristes? Oui, Parfaite, je suis toujours une femme noire. Je porte un col roulé rouge pour la dernière de l'émission. Ça sent les fêtes. C'est ça. Et puis, j'ai aussi viré mes extensions. Voilà, on a besoin de changement à l'approche des fêtes. Merci, Parfaite. On vous retrouve toutes les deux un peu plus tard. J'ai aussi préparé une petite rétrospective de l'actualité de cet automne. Alors, je vais vous présenter ça en cours de route. Et puis moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée où je laisse le choix entre « il » ou « elle ». Comme ce soir, sur scène, j'ai les yeux maquillés couleur or et charbon, avec rouge à lèvres beige et du vernis doré fraîchement fait. Vous êtes ébloui, hein, je magnifique. sais. Et je porte une chemise noire avec des motifs floraux et en dessous d'un chandail kaki. Toujours les cheveux en bataille, ça ne changera jamais. Alors voilà, nous sommes en direct d'une bar de Normandie, dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Plus de 500 000 employés de l'État sont en grève cette semaine. Les principaux points en litige sont évidemment les salaires et les conditions de travail. Alors, quelle place reste-t-il pour les questions de diversité sexuelle et de genre aux tables de négociation? J'en ai parlé en début de soirée ici au Normandie avec la responsable politique du comité confédéral LGBT+, de la CSN, Katia Lelièvre. Elle ne pouvait pas être là en ce moment parce qu'elle était attendue aux célébrations des 30 ans du Conseil québécois LGBT. On se souvient, on avait reçu James Galantino il y a 2 semaines, il nous en a parlé. Alors, ça a lieu en ce moment même. On les salue. Alors, voici donc l'entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt avec Katia Lelièvre de la CSN. Alors, bonsoir, Katia. Bonsoir. Pouvez-vous vous décrire et nous partager vos pronoms? Ben, le pronom que j'utilise, c'est elle. Je suis une femme de la fin quarantaine. Là, j'ai 49 ans, les cheveux rouges. J'ai tendance à m'habiller comme je me sens le matin. Ça fait que ça peut varier d'une journée à l'autre. Je peux être très colorée ou très, très classique. Donc, c'est ça. C'est un peu moi. Et là, aujourd'hui, vous êtes? Ben, je porte un veston carotté noir et blanc, habillé tout le reste en noir, avec des perles. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous faire partie des communautés LGBTQ+? Bien, en fait, je pense qu'on tente dans la vie de se rapprocher des gens qui nous ressemblent, puis ça nous permet d'avoir un milieu sécuritaire, d'avoir un milieu où on peut partager une communauté d'intérêt, puis une communauté de comment on est. Fait que pour moi, c'est important que ces communautés-là existent. Il y a différentes communautés qui existent. Celle LGBT, je pense qu'elle a sa raison d'être, puis je suis bien contente d'en faire partie.
Revenons à ces enjeux de négociation, de diversité sexuelle et de genre. Quelle place occupent ces enjeux dans les négociations actuellement? Bien, il faut dire que ces enjeux-là, on les traite souvent de différentes façons. On a d'abord, on fait beaucoup de représentations politiques, puis c'est souvent comme, je dirais là, que dans les conventions collectives, toutes les clauses là, de parentalité, on s'assure d'avoir des conventions qui sont écrites de façon la plus inclusive possible. Mais tout ça part avec souvent des revendications politiques qu'on va aller porter au gouvernement. Puis à partir du moment où il y a des changements législatifs qui sont apportés, mais nous, on travaille pour faire entrer ces changements-là dans les conventions pour que ça représente ce qui au niveau légal, doit être. Puis pour nous, c'était important depuis un bon bout de temps là, qu'on travaille sur le langage inclusif. Là. Père, mère, c'est assez restrictif. Donc, parents, pour s'assurer que tout ça est le moins genré possible puis que tout le monde s'y retrouve. Et par exemple, dans les tables sectorielles, là où on discute aussi de l'aménagement du travail et tout, est-ce qu'il y a une place accordée à ces enjeux de diversité sexuelle et de genre? Bien, on siège, la CSN siège sur différentes tables, entre autres là, la table en éducation contre l'homophobie, la transphobie dans les milieux de l'éducation. La CSN et ses fédérations, plusieurs de ces fédérations siègent dessus. Et c'est un lieu de concertation qui touche directement les milieux de travail et où est-ce que on va trouver des solutions pour qui s'appliquent dans le milieu, entre autres de l'éducation, là, mais c'est souvent exportable un peu partout dans la société, là, que ce soit qu'on discute là, des enjeux là, d'inclusion dans les écoles, bien, ces enjeux-là, on les retrouve les mêmes dans nos syndicats après ça. Donc, on peut produire des outils pour s'assurer que les gens se sentent inclus, se sentent en sécurité dans leur local syndical, puis que ces réalités-là sont bien comprises par les exécutifs aussi. Par exemple, dans tout l'enjeu sur les toilettes mixtes, je comprends que ça ne doit pas se négocier là, aux tables de négociation actuelles, mais est-ce qu'il y a quand même des discussions, est-ce que vous avez d'autres exemples de sujets liés à la diversité, à l'inclusion qui peuvent être abordés? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a certains milieux de travail où on fait des fois des interventions de façon plus pointue. On a eu un cas, là, je ne dirais pas le milieu de travail, là, mais on a eu un cas dernièrement là, où est-ce que c'était problématique avec les douches, où est-ce que la personne souhaitait prendre sa douche dans les toilettes pour femmes, dans les douches pour femmes, et les femmes qui étaient travailleuses là, on a eu un enjeu. Il a fallu qu'on aille faire de la médiation, qu'on aille expliquer, qu'on aille faire de l'éducation dans ces milieux-là, puis qu'on trouve une façon là, pour que tout le monde se sente bien, puis que tout le monde soit à l'aise. Fait que des fois, ça nous amène un jeu de médiateur un peu dans les milieux de travail, mais je pense que ça permet de faire des avancées au niveau de la pensée des gens, au niveau de la philosophie, au niveau de l'acceptation sociale de tout ça. Au courant de l'automne, il y a beaucoup de nos invités qui nous ont parlé du besoin de formation auprès du personnel, que ce soit en éducation ou en santé. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait, bon, les négociations sont bien avancées, là, mais est-ce que dans le futur, ça pourrait être une des revendications, que ce soit du Front commun ou d'un autre syndicat, d'exiger au moment de la signature de la convention collective ce genre de formation sur la diversité de genre et sexuelle? Ben oui, ça pourrait faire partie des revendications. Ça fait pas partie de la présente ronde. On a comme je le disais tantôt, là, on a certains aspects là, où est-ce qu'on va rentrer plus d'inclusion dans nos conventions collectives, mais la formation fait pas partie de la ronde actuelle de négociation, mais ça pourrait en faire partie parce que c'est un problème important au niveau de la communauté, là, que ce soit au niveau des personnes transgenres, où est-ce que les médecins ne savent pas comment gérer ça, le système médical les regarde comme s'il y avait des antennes sans tête, alors que c'est pas le cas. T'sais. Donc, je pense que oui, il faut mettre plus de formation dans les milieux d'éducation aussi. Il faut faire plus de formation. Nous, on en fait dans le milieu syndical. Donc, dans notre formation, la formation de base, là, qui est exécutif 1, au Conseil central de Montréal, il y a 1h30 de formation pour les exécutifs syndicaux pour qu'ils soient en mesure d'appuyer et d'être des vrais alliés dans les milieux de travail. C'est un modèle qu'on pourrait répliquer en santé ou en éducation, d'avoir ce genre de formation automatique. Oui, je pense que c'est important. D'ailleurs, le gouvernement l'a fait après le Joyce Echaquan pour les employés là, de la santé. Ils ont fait une formation qui était, pas très adéquate, là, mais qui aurait intérêt de bonifier. Sauf que le gouvernement a quand même un potentiel de changement des mentalités important. Juste au niveau de ses employés, il y a à peu près 600 000 employés de l'État. Fait que si tous ces gens-là suivent des formations qui amènent des changements de culture, on commence déjà à parler d'ouverture d'esprit de façon assez large. Et est-ce que le gouvernement, de manière plus générale, là, négociation ou pas négociation, vous sentez dans vos échanges, dans vos interactions avec le gouvernement qui est réceptif à ces enjeux de diversité de genre et sexuel? Bien, moi, je dirais que le gouvernement est réceptif à tout ce qui a un impact sur les sondages actuellement.
Fait que, tu sais, je veux dire, on voit... moi, je travaille avec plusieurs formes de discrimination. Là. Je suis aussi dans les communautés culturelles et on voit clairement que tout ça est que populiste pour le gouvernement. Fait que quand c'est pas populaire pour la population, ça devient plus populaire pour le gouvernement. Il veut plus nous entendre parler. Puis là, tout d'un coup... D'ailleurs, on a eu des discussions avec le gouvernement. Il a avancé la loi 2. Puis là, il crée un comité de sages pour rien. Il n'y a aucune bonne raison de créer ce comité-là puis de mettre en attente des règles qui avaient déjà été votées à l'Assemblée nationale, comme le marqueur X, par exemple. Vous en allez ce soir aux célébrations des 30 ans du Conseil québécois LGBT. Est-ce que c'est une volonté pour la CSN de collaborer davantage avec le Conseil sur ces enjeux? Oui, mais oui, en fait, pas juste avec le Conseil, mais avec l'ensemble du milieu communautaire. On est assez proche du milieu communautaire sur plusieurs enjeux parce qu'on n'est pas capable de tout faire, peut-être partout. Puis il y a des gens qui ont des missions pour le faire, fait qu'on essaye de les aider, de les supporter, que ce soit financièrement ou des fois autrement, par nos moyens, par notre présence, en prêtant des gens. Fait qu'on a l'intention de le faire. Souvent, les enjeux, c'est la géométrie variable, hein, selon le besoin, je dirais, parce qu'on peut pas s'occuper de tout. On a beaucoup travaillé en immigration dans les dernières années et là, on sent le ressac là, au niveau de l'identité de genre qui revient de façon assez violente. Là. Donc là, ça va tomber sur la pile de dessus des priorités pour qu'on recommence à faire encore du chemin vers l'avant plutôt que de reculer. Katia Lelièvre, responsable politique du comité confédéral LGBT+, de la CSN. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne chance. Merci. Et puis, par ailleurs, il y a une autre mauvaise tuile qui vient de tomber sur les personnes non-binaires au Québec. Le gouvernement Legault repousse à 2025 l'ajout du marqueur de sexe X sur les pièces d'identité. Une fois que le comité de sages, ce fameux comité de sages sur l'identité de genre, aura terminé ses travaux, c'est un revirement inattendu puisqu'il y a déjà un comité interministériel qui se penche sur le dossier depuis plusieurs mois. Le Conseil québécois LGBT a dénoncé cette plus récente décision. Le Conseil a dit que c'est une décision incohérente avec le mandat du comité de sages qui est en train de faire un état des lieux de la situation parce que le comité, justement, étudie déjà cette question depuis plusieurs mois et que c'est le temps de passer à l'action. Et puis, c'est aussi l'incompréhension du côté d'Alex Frédéric Mignot, non-binaire, qu'on avait reçu à l'émission il y a quelques semaines, qui a fait la grève de la faim en novembre pour réclamer le marqueur de sexe X sur sa carte d'assurance maladie. On l'écoute. Quand j'ai mis fin à ma grève de la faim, c'était surtout sur une entente à 3 points avec le gouvernement. D'abord avec la production du document de la RAMQ avec le marqueur X pour la première fois. Ensuite, une promesse de savoir où en sont les travaux d'ici le 28 février. Et ensuite, celui de produire une annexe signée par la RAMQ qui expliquait que le X signifie que la personne s'identifie comme non-binaire et donc de respecter cette personne. Mais là, je ne comprends pas que tout à coup, on revienne sur cette décision-là. C'est un peu comme si ma grève de la faim s'était jamais produite finalement, parce que on dirait que le gouvernement a complètement viré de bord. Ça contredit tout ce qu'on m'avait dit jusqu'à date. C'est vraiment décourageant. Alex Frédéric Mignot entend poursuivre la mobilisation, en fait, faire bouger les choses plus rapidement et elle n'écarte pas de refaire une grève de la faim. Et dans un autre dossier, il y a une coalition d'acteurs de la société civile qui ont joint leur voix cette semaine pour lancer un appel à la solidarité entre tous les groupes de nos sociétés, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur nationalité, leur identité de genre, leur orientation sexuelle. C'est dans la foulée des événements en Israël et en Palestine, mais l'appel déborde de ce contexte géopolitique-là. Ce sont des gens des organisations de tout horizon, dont le directeur d'Ensemble pour la diversité, Raphaël Provost. Je pense que notre voix compte aussi, puis je pense qu'il faut que peut-être d'autres mouvements s'inspirent de ce qui se fait ce soir et ce qui s'est fait dans les derniers jours avec ce collectif. La communauté LGBTQ+, doit être entendue, doit avoir aussi sa place quand on parle de droits collectifs, de justice sociale. On a nos enjeux, mais il y a aussi des enjeux communs. Je pense qu'il y a des choses plus grandes que nous, puis ça, ces défis-là qui sont plus grands que nous, pour les atteindre, les lutter, il faut une lutte collective. Bref, l'automne n'a pas été de tout repos pour les communautés LGBTQ+. Tout est arrivé au moment où la remise en question de certains de nos droits soulève inquiétude, passion, mobilisation aussi. Voici un retour sur l'actualité des derniers mois avec quelques invités reçus cet automne. Le 13 septembre, pour la première de tous, la directrice générale du Gris Montréal, Marie Houzeau, révèle en primeur les résultats préliminaires de leur plus récente enquête annuelle dans les écoles. Pour la première fois en 20 ans, le niveau de confort des élèves sur les questions de diversité sexuelle et de genre a diminué.
Des résultats qui ne l'ont toutefois pas surprise. On avait de plus en plus de commentaires de nos bénévoles qui reviennent des milieux scolaires et qui vivent des expériences qui sont parfois plus complexes, plus difficiles, font face à des questions qui sont plus chargées de préjugés. Et surtout, de plus en plus, on sent que les jeunes veulent amener nos intervenants qui, on le rappelle, font du témoignage, en fait, veulent les amener sur le terrain du débat. Donc, il y a maintenant cette volonté d'être pour ou contre, en fait. Pour ou contre les personnes trans, pour ou contre les questions de genre, pour ou contre l'homosexualité. Mais on ne peut pas être pour ou contre les droits humains. Donc, il faut garder ces questions-là en dehors du terrain du débat et les garder là où elles doivent être, bien au chaud, sous la charte. Quelques mois plus tôt, en juin, les élèves du Nouveau-Brunswick se voient imposer une nouvelle version de la politique 713 sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Les jeunes de moins de 16 ans doivent dorénavant obtenir le consentement de leurs parents pour utiliser un prénom ou un pronom de leur choix à l'école. De nombreuses organisations LGBTQ+, dénoncent une atteinte au droit à l'auto-identification. Le débat gagne toutes les régions du pays. Le 20 septembre, une centaine de manifestations d'un océan à l'autre sont organisées contre les droits LGBTQ+. Un peu partout, les contre-manifestants sortent aussi, dont à Halifax, en Nouvelle-Écosse, où était Zoé Como. Le fait qu'on est directement à côté du Nouveau-Brunswick et que ça se passe, c'est ce genre de pensée-là qui peut seeper into la pensée du monde de notre province. Right? C'est des politiques anti-trans au Canada en général qui donnent du feu aux manifestants pour vouloir faire de quoi. Ceci, c'est le début de notre bataille ici en Nouvelle-Écosse. Les communautés LGBTQ+ se rallient en solidarité avec les personnes trans et non-binaires. Le 21 octobre, une vaste contre-manifestation à Montréal attire des centaines de personnes contre seulement quelques dizaines pour les manifestants. Le collectif queer Pink Bloc participe à l'organisation de l'événement. Important de montrer qu'ils représentent personnes qui sont minoritaires, qui sont marginales, qu'on n'accepte pas ces discours-là, en fait. Pas qu'on les accepte pas, mais qu'on va les opposer, qu'on va offrir un contre-discours. C'est important d'être là aussi parce que ce qu'ils visent avant tout, c'est la jeunesse, c'est les adolescents dans les écoles. Puis ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'il n'y ait plus des gens qui viennent parler de ces enjeux-là, qu'on n'en parle plus dans les classes, que les jeunes ne puissent plus faire de coming out sans se faire outer par leur établissement d'enseignement. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est augmenter fucking la violence sur les jeunes dans les écoles pour les renfermer dans le placard. Puis pour nous, c'est comme inacceptable, en fait, de s'attaquer à la jeunesse queer puis la jeunesse trans. Puis c'est important qu'on soit là pour lui montrer qu'elle n'est pas seule, qu'on va se battre pour elle, qu'on va se battre avec elle. Malgré tout, il y a quelques raisons de célébrer. Les rendez-vous de la drague prennent d'assaut le Palais des Congrès à Montréal. Plus de 75 artistes drague du Canada et de l'international participent à ce premier festival de la culture drague de toute la francophonie. Malgré le climat de l'automne, la co-hôtesse de l'événement, Rita Baga, mise sur les avancées récentes des communautés LGBTQ+. Moi, je trouve que les médias, de façon générale, en ont fait un cas qu'il y a eu une manifestation. Fait que je crois qu'il faut peut-être changer de lunettes un peu, parce qu'en réalité, on n'a jamais vendu autant de billets de spectacle et jamais autant d'offres, une offre aussi plurielle pour les dragues de façon générale et le grand public. Donc moi, j'aime mieux me concentrer sur tout le positif que notre communauté a depuis les dernières années. Puis des mauvaises langues, il y en aura toujours. Mais si t'aimes pas ça, va regarder quelque chose d'autre. Hein? Il y a d'autres choses. Il y a plein de shows d'humour, il y a du hockey, il y a plein d'affaires à regarder, là. Mais tu peux tout aimer ça en même temps aussi. C'est correct. 2023 marque aussi une étape majeure pour le projet de complexe communautaire dans le village à Montréal. Espace LGBTQ+ a acheté un immeuble sur la rue Sainte-Catherine dans le but de le convertir en espace communautaire. Sa présidente, Catherine Lavarenne. Il y a eu plusieurs rapports qui ont été émis, notamment un sur les besoins locatifs des organismes communautaires qui identifiait vraiment la création d'un complexe comme la réponse à plusieurs problèmes qui étaient nommés. C'est un besoin qu'on ressent là, de prendre une place là, qui pourrait être un peu à la fois un refuge, une porte d'entrée, puis ouvert aux différentes réalités LGBTQ+, aussi, qui se sentent peu représentées dans le village. Début décembre, douche froide pour les communautés LGBTQ+ au Québec. Le gouvernement caquiste annonce la composition de son comité de sages sur l'identité de genre. Les membres sont tous cisgenres et ne sont pas des experts sur ces enjeux. De nombreux organismes dénoncent ce manque de représentativité. Du nombre, l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec, son président, Dave Tremblay. Ne pas reculer sur nos droits, ce n'est pas avancer. Puis nous, ce qu'on recherche, c'est avancer sur nos droits. Puis il va falloir suivre les travaux là, avec intérêt, puis
éventuellement, si ça ne nous plaît pas ou si le Conseil québécois n'est pas suffisamment impliqué, bien, il faudra voir à se retirer de ces travaux-là puis les laisser finalement donner un rapport qui ne sera pas crédible ni légitime puis qui ne réglera aucunement les questions. La suite en 2024. Et puis, toute l'équipe de Toust est très fière de vous annoncer que la journaliste Laetitia Arnaud-Sicari est l'une des 9 boursières de l'Association des journalistes indépendants du Québec, la GIC. Elle va produire une série de reportages sonorisés sur les safe spaces des communautés culturelles LGBTQ+. Alors, soyez à l'écoute au retour des fêtes. Sa série de reportages là, va être diffusée tout au long de la saison hiver-printemps. Pour une dernière fois, en 2023, nous accueillons Mélodie Noël Rousseau, alias ce soir Roquebière, alias Brad. C'est Spitfire? Non, ça, c'était dans une galaxie près de chez vous. C'est un autre Brad qu'on adore, par exemple. Montgomery. Oui, Montgomery, mais on dirait que les Brads ont un destin de méchant. Y a-t-il des Brads dans la salle, par hasard? Non, c'est ça. Ils sont partis en train de faire des mauvais coups dans le monde. Oui, je mélange mes classiques. Alors, Mélodie, oui, tu voulais commencer ta chronique. Bon, tu es en drague ce soir. Tu as un spectacle qui s'en vient après l'émission. Oui. Tu voulais donc en profiter pour nous parler des dragues cette année, parce que pour toi, ça a été une année faste pour la communauté drague. Oui, parce que c'est sûr que les médias dépeignent l'univers drague comme quelque chose de choquant. On pense entre autres à Barbada qui est débarquée avec ses heures du conte et ça a fait toute une tempête dans la population québécoise. Je trouve que Barbada est allée au front. Elle a fait beaucoup de sensibilisation, d'éducation autour de la drague, toujours calme, toujours posée, toujours polie, toujours en invitant les gens à venir discuter avec elle, à apprivoiser cet art-là. Donc, mention d'honneur à Barbada et tout le travail qu'elle a fait de débroussaillage cette année. Il y a beaucoup de grandes réussites. On a Gisèle Lullaby qui règne toujours sur le Canada. Elle a remis la couronne tout dernièrement. Ça va être diffusé en janvier, savoir qui sera la prochaine reine du Canada jusqu'à temps qu'il y ait des créatures et des drag kings. Mais bon, c'est pas pour tout de suite encore. Mais elle a comme lancé une belle année avec sa victoire l'an dernier, c'est ça? Vraiment. Puis c'est ça, ça l'a fait voyager. Elle a pris 82 fois l'avion, désolée pour l'empreinte écologique, mais c'est magnifique de se dire que ça l'a vraiment propulsée. D'ailleurs, elle est dans le spectacle ce soir, elle incarnera Ashley. Sinon, Rita Baga, qui offre vendredi sa 112e représentation de Créatures avec 50 000 billets vendus, une autoproduction, un spectacle entièrement drague. Je trouve que c'est une grande réussite de se dire que Rita Baga a vraiment gagné le cœur des Québécois et Québécoises. Donc, bravo pour ça. Il y a Mona de Grenoble qui a gagné 2 compétitions télé, pas une, 2 compétitions télé. Il y a Big Brother. Et il y a le maître du jeu tout dernièrement, et elle est en rodage présentement pour son one-woman show, La poudre aux yeux. Donc ça, ce serait un beau cadeau à mettre sous l'arbre, sous le sapin, je dis ça de même. Les rendez-vous de la drague, comme on mentionnait, qui ont accueilli plusieurs personnes, qui offraient aussi un gala dans lequel il y avait pour la première fois une catégorie meilleure drag king de l'année et meilleure créature de l'année. Donc ça, c'est un grand avancement aussi pour la reconnaissance des autres formes d'art que seulement la drag queen. Et dans les cabarets, justement, on voit des cabarets de drague alternative qui s'offrent. La drague alternative s'organise et est de plus en plus visible et invitée à la fête. Donc voilà pour les grands accomplissements, je dirais, pour 2023. Ça valait la peine de les souligner parce qu'il y en a plusieurs. Tu les as nommés. Tu voulais aussi nous amener sur le terrain de l'humour. Oui, on n'en parle pas beaucoup de l'humour jusqu'à maintenant. Pourtant, ça bouge beaucoup. Oui, puis ça attire l'attention. L'humour queer prend sa place. L'humour queer prend son pied. Et c'est merveilleux pour le bonheur de tous. On a entendu parler un peu de Anne-Sara Charbonneau, Trana Wintour, Sam Cyr, avec des chroniques à la radio. Il y a aussi Charlie Morin qu'on a découvert avec l'émission Feu, l'émission de Fif le matin, qu'on aimait ça. Une source d'inspiration quand même pour le dévouement parce qu'ils ont travaillé très fort pendant plusieurs années. Oui. Voilà.
un petit hommage personnel. Oui, la radio poubelle gauchiste. C'était magnifique. Dans les cabarets d'humour, si on veut voir de l'humour queer, on peut aller au Womansplaining, piloté par Noémie Leduc-Roy et Anne-Sara Charbonneau. Donc, ils adorent rire du concept du mansplaining, se le réapproprier avec Womansplaining. Donc, ce qu'elles disent, c'est « Détruisons le patriarcat, une blague à la fois ». Il y a aussi le show Queer, animé par Joël Prudhomme. La prochaine édition a lieu le 14 décembre, donc demain, avec, encore une fois, Anne-Sara Charbonneau, Andy Saint-Louis et la drag queen Marla Deer. Voilà. Donc, c'était mon petit clin d'œil humour queer. Et puis là aussi, tu sais, Rita parlait de la vente des billets pour les drags, mais en humour aussi, il y a plusieurs de ces soirées-là qui affichent complet. Oui. Il faut s'y prendre d'avance pour mettre la main sur un billet, donc il y aurait un réel engouement. Ça se peut de l'humour non toxique et non sexiste. Oui, on va essayer de miser là-dessus. Une autre suggestion de cadeau que tu as pour nous, c'est pour un spectacle qui s'en vient en janvier. Oui, j'ai le goût de vous amener du côté de la danse, un programme double. Un premier spectacle iconique du National Access Art Center de Calgary et aussi Mon horoscope me trouve laide de Mathieu Hérard. Ça se passe à l'édifice Wilder dans l'espace Orange et c'est en janvier 2024. Si on parle d'abord d'Iconic, je vous explique un peu. Ça, c'est le nom du premier artiste. Oui, de la première pièce. Ça dure une trentaine de minutes chaque pièce. Iconic, c'est une pièce de danse créée par des artistes en situation de handicap du National Access Art Center. Une collection de solos, de duos, des sections de groupes, des styles de danse, des performances de toutes sortes, de l'expression individuelle. Puis c'est ancré dans l'improvisation aussi. Et c'est un spectacle qui est accessible à la fois pour les artistes et pour le public. Alors, c'est ludique, c'est de la performance, c'est expérimental. Je vous invite fortement à aller les découvrir. Et suivi de Mon horoscope me trouve laide de Mathieu Hérard à la chorégraphie et à l'interprétation. Il est accompagné de Raphaël Renucci à l'interprétation et à la collaboration à la création. C'est un hommage au lip-sync. Je pensais qu'elle allait reproduire les 12 signes du zodiaque sur scène. Non, c'est autre chose. Peut-être aussi. Peut-être que ce sera ça le fil conducteur. Il faudrait le découvrir. Mais Mon horoscope me trouve laide explore l'absurdité et la poésie de se servir de la voix d'une autre personne. On voit ça beaucoup avec l'art de la drague, mais c'est le fun quand des formes d'art se réapproprient cet art, ce lip-sync-là, pour le mettre à leur sauce, le mettre à leur pratique. Donc, ce qu'ils disent, c'est que tout est possible avec la magie du doublage, de la caricature des traits d'autrui, prendre de l'assurance en portant les paroles extérieures, se transformer en utilisant des textures qui ne sont pas les nôtres. Donc, voilà l'autre proposition en programme double. Ça se passe les 18, 19 et 20 janvier à 19h et le 21 janvier. Oui, quelque chose de spécial à mentionner. Oui, à 16h, il y a une représentation décontractée qui sera traduite en langue des signes québécoise. Est-ce qu'on est familière avec les représentations décontractées? Ah, c'est un réel concept, là. C'est pas juste un adjectif que tu as utilisé, oui? C'est un réel concept. C'est pour mieux accueillir les personnes avec des besoins spécifiques. Donc, on va adapter la représentation. Par exemple, les lumières de la salle restent allumées, tamisées. La porte de la salle est toujours ouverte. Le volume des spectacles est diminué. Les spectateurs peuvent bouger, parler à leur aise s'ils en ressentent le besoin. L'éclairage aussi ne va pas comporter de stroboscope ou de flash. Un espace plus calme est disponible aussi s'il y a une personne qui vit des émotions et qui se dit « il faut que j'aille décanter ça ailleurs ». Les retardataires sont admis. Il y a aussi plus de personnel sur place pour guider puis accompagner les gens. Et il y a aussi une audiodescription artistique pour la partie iconique en anglais, mais il y a aussi une traduction en français en gros caractères qui est disponible pour les accompagnateurs de personnes malvoyantes ou aveugles. Donc voilà, c'est certains dispositifs qui sont mis en place par les théâtres, par les salles de spectacle. Quand on parle de représentation décontractée, c'est justement pour accueillir un plus large nombre de personnes. C'est invitant. Oui. C'est invitant. Mélodie Noël Rousseau, merci pour toutes ces suggestions. Merci aussi pour toutes tes collaborations cet automne. On a très hâte de te retrouver à l'hiver. Oui, moi aussi, j'ai hâte de revenir. Merci, Mélodie. On
On a parlé de tout plein de sujets cet automne, mais il y en a un dont on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder, et ça change ce soir, c'est le sport. Pour cette première incursion, tous a collaboré avec la Ligue de badminton Léger Bleu à Montréal. Je me suis donc rendu à quelques-unes de leurs séances pour leur demander qu'est-ce que ça signifie pour ces joueurs, ces joueuses de jouer dans cette Ligue LGBTQ+. Voici leur réponse. Mon nom est Kevin Marc, président du club de badminton des Léger Bleus. On a une mission. Notre mission, avant, c'est le badminton, mais je dirais que c'est aussi un club social, dans le sens qu'on ne vise pas nécessairement la compétition à tout prix. On vise surtout l'inclusion de nos membres le plus possible. C'est sûr que des fois, avec le niveau de jeu, il y a toujours des enjeux, mais nous, on est là vraiment pour que les gens se sentent bien accueillis, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Sophie Trollier. Et je trouve ça vraiment important, justement, de se retrouver. À chaque fois, j'ai hâte de venir parce que je me sens confortable. On peut parler de tout ce qui nous concerne. On a souvent des éléments en commun. Donc, je skipperai jamais les mercredis que je viens au badminton parce que vraiment, j'adore non seulement ce sport, mais en plus être avec le groupe. Romain Bréchet. Ça veut dire une famille sportive d'adoption qui partage une passion commune pour le badminton. L'occasion de rencontrer d'autres personnes qui aiment le même sport, mais qui ont peut-être rien à voir avec ma personnalité. Et j'ai lié des amitiés depuis 8-9 ans avec des gens que j'aurais peut-être pas pensé à la base. Donc ça me fait grandir, ça brise mes codes. Et j'ai essayé de continuer à jouer jusqu'à ce que je sois très vieux. Oui, je m'appelle Marie-Lou. Je trouve que c'est un endroit qui est bienveillant. C'est sa caractéristique première. Je me sens bienvenue, en fait, en tant que personne queer là-dedans. Puis en même temps, je trouve que le concept de Safer Space aussi qui tourne autour. Guy Marin. Je pense qu'il y a 30 ans, c'était une nécessité d'avoir une ligue gay parce qu'il y avait quand même un certain rejet de la communauté hétéro, si on peut dire. Là. Quand on rentrait dans un club, on entendait des mots qui n'étaient pas toujours intéressants. Là. Fait que de se rassembler ensemble, je pense que c'était une nécessité dans le temps. Puis ça permettait aussi, moi j'ai eu des témoignages des gens que ça leur a permis de sortir du garde-robe. Je m'appelle Louis Charlebois. Pour moi, ça a été super important quand je suis arrivé à Montréal pour mon intégration. Ça m'a permis de rencontrer une communauté à laquelle je m'identifie, donc une communauté gay, mais avec un point en commun, donc le sport. Puis, tu sais, dans les 6 dernières années, mon cercle social a pu grandir parce que, justement, j'étais dans un environnement où je peux être moi-même, dans un monde sportif qui n'est pas nécessairement toujours inclusif. Ça a créé des moments à ce qu'on peut complimenter nos vernis, à se mettre du rouge à lèvres, à finir trop tard des jeux du soir, mais avoir du fun. Et c'est le moment de parler de télévision et de cinéma avec Parfaite Mouswanga. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer avec une petite annonce qui a eu lieu le mois dernier en novembre. On n'en avait pas parlé, mais c'est une bonne nouvelle, donc on voulait en glisser un mot. C'est par rapport à la représentation LGBTQ+, à nos écrans. Oui, un nouveau partenariat visant à mettre de l'avant les créateurs queer et encourager la diversité dans l'industrie du cinéma, du jeu vidéo et de la télévision au Canada a été annoncé le mois dernier. C'est une initiative lancée par le Pink Triangle Press, la plus importante organisation médiatique LGBTQ+, avec le soutien du FMC, donc les Fonds des médias du Canada. Puis j'aurai peut-être l'occasion de vous tenir au courant de leur rapport d'activité prévu pour 2024. Oui, s'il y a des fonds disponibles, il faut en bénéficier. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de cinéma, télévision. En fait, tout l'automne, tu en as parlé. Est-ce que tu as eu un gros coup de cœur cette année? Ben
Oui, en fait, j'en ai deux. Bon. Impossible de choisir. Trop de passion. Hein? J'en ai remis 6. Alors, j'ai parlé dans ma dernière chronique d'un documentaire que j'ai découvert pendant le festival Images plus Nation, qui s'est terminé le mois dernier. Ça s'appelle « Lesbienne, quelle histoire ?» Puis j'avais été complètement séduite par le travail d'archives impressionnant. Puis c'est ça, c'est vraiment un bel hommage rendu, entre autres, à nos icônes militantes lesbiennes et féministes des années 1920 à aujourd'hui. Puis j'ai trouvé que c'était un beau rappel de l'évolution des luttes des femmes et de leurs revendications. Puis comme on vient de commémorer les 14 victimes du féminicide à Polytechnique Montréal il y a 34 ans, je trouvais le rappel pertinent. Et à la suite de ta chronique, je suis allé le voir avec un ami et tous les deux, ouais. On était unanimes. C'est effectivement un très, très bon documentaire. Comme tu l'as dit, les images d'archives sont saisissantes. En fait, on en aurait pris plus. Oui, absolument. Pour plonger davantage là, dans ces réalités. Donc ça, c'était le premier. On en avait déjà parlé un tout petit peu. On a passé brièvement. Le deuxième coup de cœur, c'est lequel? Eh bien, il y a un film qui est sorti sur Netflix le 17 novembre qui s'appelle Bayard Rustin. Alors, c'est un film important qui est produit par Michelle et Barack Obama, qui rend hommage à un homme que l'histoire a mis de côté en raison de son homosexualité. Donc, Bayard Rustin, c'était un militant du mouvement des droits civiques et un ami et conseiller de Martin Luther King Jr., et c'est d'abord lui, puis ses alliés, qui sont à l'origine de la marche historique de Washington du 28 août 1963. Puis, pour remettre en contexte, peut-être, c'est lors de cette marche que Martin Luther King Jr. a prononcé son plus célèbre discours « I have a dream ». Et puis, est-ce que le film s'intéresse à toute sa vie, comme on peut le voir dans certains films biographiques là, qui sont sortis dans les dernières années, ou on se concentre vraiment sur ces événements-là? Non, on se concentre surtout sur sa vie au moment où il organise cette marche, donc de 1954 à l'été 1963. Le film pose avec intelligence les conflits sociaux auxquels il faisait face. C'est un film qui honore l'unisson, le rassemblement, le respect, la paix, mais il est aussi question d'intersectionnalité dans le film, alors que Bayard Rustin est un homme noir homosexuel qui défend l'intégrité et le droit à la liberté des personnes de couleur aux États-Unis. Donc, on découvre comment, au sein même de la communauté afro-américaine déjà persécutée, son orientation sexuelle rebute les gens, puis son entourage tente même à plusieurs reprises de l'exclure de l'organisation. Puis, dans une scène marquante où il s'adresse à Martin Luther King, alors que la presse s'acharne à lui faire porter une image de pervers dérangé, il lui dit ceci. On essaie de nous convaincre de façon rusée et cruelle que nous sommes incompétents, incomplets. Et la façon la plus facile de combattre cette idée de ne pas suffire, c'est de trouver des personnes encore plus lésées, soit parce qu'elles sont encore plus pauvres que nous, ou bien plus noires que nous, ou parce qu'elles désirent quelqu'un que l'Église et que l'État estiment qu'elles ne devraient pas désirer. Lorsqu'on se répète ce genre de mensonges, qu'on croit et qu'on vit selon ces mensonges, on fait le travail de nos oppresseurs en acceptant de nous opprimer nous-mêmes. Le jour où je suis née avec la peau noire, je suis aussi née homosexuelle. Donc, soit on croit réellement à la liberté et à la justice pour tous, soit on n'y croit pas. Et le film, s'intéresse justement à ça, s'intéresse au rassemblement, l'impact que ça a eu dans l'histoire. On revisite le passé avec des images d'archives aussi. Oui, absolument. Il faut savoir que plus de 250 000 personnes ont participé à la marche sur Washington. C'est à ce jour la plus grande manifestation pacifique qui a eu lieu. Puis c'est ce qui a permis, moins d'un an plus tard, donc en juillet 1963, au Civil Rights Act, une loi qui interdit toute forme de ségrégation et de discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine d'un individu, d'être adopté. 1963. Oui. Ou 64, en tout cas, on a nommé 2 fois 63, là, mais en tout cas, dans ces années-là. Mais je reviens un peu à quelque chose dont tu nous as parlé tout au long de l'automne, c'est la représentativité, la bonne représentativité, pas juste devant la caméra, à l'écran, mais derrière aussi. Est-ce que cette production-là, on peut dire qu'elle a passé le test? Oh, bien, là, avec cette production, on est en plein dedans. Bien, c'est sûr que
comme c'est une biographie, il n'y a pas de place à la fiction, mais c'est un film qui évite les pièges du sensationnalisme, du récit historique. J'entends par là une musique qui est infiniment triste pour nous indiquer que c'est maintenant qu'il faut pleurer, ou bien idéaliser certains aspects du récit de sorte à ce que l'intrigue soit d'autant plus marquée, corriger ou ignorer les défauts du protagoniste pour romancer l'histoire. Puis, il y a des scènes de violence physique qui sont difficiles à regarder, mais elles sont importantes pour suivre Bayard Rustin dans son cheminement. Donc, autrement dit, on en a besoin dans l'histoire. Il n'y a absolument rien de gratuit. Puis, ces scènes de violence, elles sont modérées. Il n'y a pas de ralenti, de gouttes de sang, de mâchoires qui explosent, ou un plan fixe sur la souffrance du personnage. Une fois qu'on a compris l'information, on passe à autre chose. Il faut dire aussi qu'il y a des images d'archives dans le film et qu'on comprend qu'ils ont fait attention à quelles images ils voulaient montrer. Ce sont des images qui montrent parfois de la brutalité policière, mais ce n'est pas les mêmes images sanglantes et violentes de corps noirs mutilés qu'on a pu voir dans des documentaires ou dans des reportages. L'attention, elle est portée sur l'action des oppresseurs, puis ça suffit à nous faire comprendre. Et ce mélange entre images d'archives, films, ça se fait bien, ça se regarde bien? Oui, on n'a pas l'impression d'être... qu'il y ait une dissonance. Enfin, on comprend, les images servent au récit. C'est pas pour satisfaire l'œil curieux, disons. Et puis, un autre point fort de la production, c'est que Michelle et Barack Obama ont demandé à George Costello-Wolf de signer la réalisation. Donc, c'est un artiste qui est plusieurs fois récompensé pour ses productions comme Angels in America. Et surtout, c'est un homme ouvertement homosexuel qui a vécu ces années de ségrégation aux États-Unis. Et puis, dans le rôle principal, donc dans le rôle de Bayard Rustin, on a Coleman Domingo, qu'on reconnaît entre autres pour Euphoria, Fear the Walking Dead. Et c'est aussi un membre de la communauté qui est exceptionnel dans le film. J'ai versé plusieurs larmes devant sa performance. Pour moi, je me suis pris une claque. C'était une leçon de jeu. Il est juste et touchant et vif. Et plusieurs disent qu'il pourrait même être nominé aux Oscars pour sa performance. Le leçon de jeu, donne-toi la chance aussi. Là, vous n'avez pas le même bagage, la même expérience. Mais bon, excellente suggestion. J'avais prévu reprendre mon abonnement Netflix pour le temps des fêtes, alors je pourrais ajouter ça à ma liste de choses à regarder. Et d'ailleurs, ta dernière suggestion, avant de terminer, c'est aussi sur Netflix, mais ça s'en vient, c'est pas encore disponible. Non, c'est ça. C'est le premier film de l'acteur et réalisateur canadien Dan Levy, qu'on connaît entre autres pour Schitt's Creek, qui est attendu sur Netflix le 5 janvier. Ça s'appelle Good Grief et c'est une comédie romantique où un homme endeuillé à la suite de la perte de son mari décide de voyager à Paris avec ses deux meilleurs amis en quête de réponses. Est-ce que ça va être bon? On ne le sait pas encore, sais pas plus, mais on sait que ça sort mais c'est dans ma liste. Le 5 janvier. Parfait, Mouswanga, merci pour cette soirée, mais oui, merci aussi pour toutes tes collaborations et ta présence cet automne. Ça a été un plaisir. Pour moi aussi. C'est déjà le mot de la fin. Quelques messages d'intérêt avant de vous laisser pour les fêtes. D'abord, encerclez la date ou mettez une alerte dans vos agendas. Tous sera de retour le 31 janvier dans une formule bonifiée, on l'espère. En tout cas, en ce moment, on travaille à diversifier les segments de l'émission. Si jamais vous avez des suggestions à nous faire, c'est le temps parce que je vais justement prendre les prochaines semaines là, pour préparer notre retour, notre courriel info@toust.com, toustes.com. D'ici là, le plus beau cadeau de Noël que vous pouvez nous faire, c'est de parler de nous à vos amis, à votre famille durant le temps des fêtes. On a besoin de vous pour se faire connaître. Vous êtes nos meilleurs ambassadeuristes et au final, c'est toutes nos communautés qui en sortent gagnantes. Mes remerciements de la semaine, Katia Lelièvre, responsable politique du comité confédéral LGBT+, de la CSN, l'équipe culturelle cet automne, Mélodie Noël Rousseau, Parfaite Mouswanga, Garance Chartier et Kamala Macrel. À la technique, ce soir, Lou Perreno, mais aussi Chant Abralian. Et nos interprètes en langue des signes cette semaine, Marie Penel et Catherine Langevin-Pépin. J'ajoute cette semaine dans mes remerciements le conseil d'administration de tous. Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans vos conseils, votre confiance, mais surtout votre temps. Merci énormément. Abonnez-vous à notre infolettre et nos comptes Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. On va continuer à les mettre à jour d'ici notre retour fin janvier. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Joyeuses fêtes et bonne année 2024 à tous.